Tshisekedi et le gouvernement. Le frère de l'illustre disparu s'est dit surpris par cette nouvelle. On l'écoute. De cette déclaration du ministre de l'Intérieur, je n'en sais rien. Il ne m'a rien dit alors que nous avions fait ce texte ensemble. Il connaît mon adresse, mon numéro de téléphone. Il ne m'a rien dit. Eh bien, j'attends d'abord pour que celui qui a signé finalement nous dise quoi, quelle est la suite, qu'allons-nous faire, parce que nous, on devait avoir depuis longtemps terminé ces obsèques, comme ils ont traîné, je ne sais pas, il faut qu'on attend de voir la suite. Sinon, la famille politique avait déjà décidé de ne plus s'occuper de ce que le gouvernement va faire, de commencer des cotisations pour nous occuper de cet enterrement. Et de leur côté, les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux entendent être saisis officiellement par le vice-ministre de l'Intérieur, Augustin Kabouya et Peter Kazadi l'ont dit à votre rédaction. Nous reconnaissons les signatures qui sont apposées sur les documents. Nous l'avions bien signé depuis la date indiquée sur les documents, mais il a resté que le ministre de l'Intérieur, M. Chadari, puisse aussi apposer sa signature. Maintenant que nous voyons sa signature, nous sommes fondés de croire que c'est bel et bien sa signature, mais nous déplorons la manière par laquelle ces documents est rendu public sans nous l'avoir notifié au préalable, puisque c'était un accord entre parties. Ça devait se faire entre parties et chaque partie devant garder l'original. Mais jusqu'au moment où je vous parle, nous ne sommes pas en possession de l'original de ce document. Nous n'avons pas reçu ces documents-là d'une manière officielle. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse prendre connaissance d'un document à travers les réseaux sociaux et faire responsable même? L'UDPS est un parti politique organisé. Nous avons des gens au niveau de l'administration et pouvaient seulement venir avec les documents déposés au niveau de notre administration. Mais ils ne l'ont pas fait. Également dans l'actualité de ce week-end, une célébration aux allures d'appel à la mobilisation. Plus de 600 millions de jeunes vivent dans des situations précaires ou dans des zones à conflit et plus de 400 millions de jeunes n'ont pas accès aux services de santé indispensables. La situation doit changer avec et par le jeune, martèle les Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée donc ce 12 août. Je vous propose plutôt ce message du secrétaire général des Nations Unies et la directrice du programme des Nations Unies pour la jeunesse. C'est un grand honneur que de prendre la parole en cette journée internationale de la jeunesse. En ma qualité de secrétaire général de l'ONU, je suis déterminé à prendre en compte tous les jeunes du monde et à leur donner les moyens d'agir. En cette fin, j'ai nommé une nouvelle envoyée pour la jeunesse, l'admirable Jahatma. C'est le plus jeune recrue de mon équipe et l'une des plus importantes. La génération de jeunes d'aujourd'hui est la plus nombreuse que l'histoire n'ait jamais connue. En effet, elle compte 1,8 milliard de personnes, ce qui représente certes un immense potentiel, mais aussi de nombreux défis. Actuellement, 73 millions de jeunes sont sans emploi et plus de 600 millions vivent dans des situations précaires ou dans des zones de conflit. À ceci s'ajoutent 400 millions qui n'ont pas accès à des services de santé indispensables. Cette situation doit changer avec la jeunesse et pour la jeunesse, nous sommes fermement résolus à redoubler d'efforts pour reconnaître et faire respecter les droits des jeunes et promouvoir leur participation active à la vie citoyenne à l'échelle mondiale. C'est à cet objet que je compte me concentrer. Vous aussi, ralliez-vous à notre cause en mobilisant la jeunesse. Ensemble, nous pouvons créer un monde de paix pour les générations futures. Merci. Et retenez que cette année, l'accent est donc mis sur le rôle crucial que doivent jouer les jeunes dans la prévention de conflits en tant qu'agents de changement, ainsi que leur contribution à la promotion des sociétés inclusives, à la justice sociale et au développement durable, une vision qui ne saurait être concrétisée sans l'éveil, en croire la plupart d'acteurs sociaux et politiques interrogés dans le cadre de cette journée. Gabriel Mikoubou pour le reportage. RDC Pays Jeunes, constitué de 60% des jeunes, doit s'appuyer sur cette catégorie de la population pour son émergence. Ces énergies, hier recusées au motif des stéréotypes d'une jeunesse sacrifiée, tend à renverser la tendance. Par l'engagement de jeunes, pour la plupart réunis en synergie pour faire entendre leur voix. Les questions d'entrepreneuriat, de la santé publique, la sexualité, la planification familiale, l'éducation, autant d'aspects discutés par la jeunesse
et qui constituent des motifs de plaidoyer. À l'opposé de cette jeunesse épanouie s'accroît aussi les désœuvreux. Bon nombre sont à compter dans la rue. En fait, aujourd'hui, nous considérons les jeunes en même temps comme acteurs et victimes un peu de la situation actuelle. Du point de vue des jeunes acteurs, je peux dire qu'ils sont prêts à pouvoir contribuer à l'inclusivité et au développement tel que tout le monde l'attend aujourd'hui. Parce qu'il y en a des jeunes qui ont pris conscience et qui essayent, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, à pouvoir contribuer à l'épanouissement d'autres jeunes avec le moyen de bord. Mais il y a maintenant un grand nombre de jeunes qui, à cause de la misère, à cause de tous les problèmes qu'ils ont vécus, ils ont connu de sérieuses perturbations, même d'ordre psychosocial, et qui sont vraiment perdus. Et ce sont ces jeunes-là qui deviennent un danger aujourd'hui pour la paix, un danger pour la sécurité, et qui éloignent justement cette perspective vers le développement parce qu'ils demandent un encadrement bien orienté. Aucune lueur d'espoir ne semble pointer à l'horizon. Cette controverse pose les questions du lendemain qui devraient être assurées par une jeunesse plurielle. J'exhorte la jeunesse à se lever et à comprendre qu'ils ne doivent pas attendre demain, c'est aujourd'hui. Il faut comprendre également que nos pères de l'indépendance, la lutte qu'ils ont menée pour nous apporter cette indépendance, ils étaient des jeunes. C'était des personnes qui avaient une vingtaine, une trentaine. C'était des jeunes. Ils ont accompli de très grandes choses. Lumumba est mort à l'âge de 36 ans. Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort à l'âge de 33 ans. Donc, ce sont des jeunes qui ont révolutionné particulièrement leur environnement à un certain moment. Placés sous le signe de la paix, la journée du 12 août met le jeune face à leurs responsabilités car l'avenir se prépare déjà. Et a compris leur mission, différentes organisations à l'instar du cadre de récupération, encadrement et l'épanouissement intégral de jeunes s'y attellent. Il faut d'abord relever le défi, c'est-à-dire la jeunesse congolaise doit être consciente des enjeux de l'heure, et puis de tout ce que la République est en train de connaître comme problème ces derniers temps. Je crois que la jeunesse doit se mettre debout et dire non quant aux ingérences, n'est-ce pas, venant de l'extérieur concernant la République démocratique du Congo. Et la jeunesse doit défier toute personne qui veut à tout prix manipuler cette jeunesse, envoyer cette jeunesse dans la rue, parce que cette jeunesse n'est pas une jeunesse dupe. C'est une jeunesse consciente et une jeunesse qui est capable de pouvoir relever le défi à tous les niveaux. Ainsi donc, le futur de la RDC se dessinera sur base de ce que les jeunes en auront décidé et c'est aujourd'hui que ça se prépare. Et en marge à cette célébration, la jeunesse du Nord Kivu s'engage à respecter les autorités légalement établies. Elle recommande à l'exécutif national de s'atteler à la recherche de la paix dans les zones encore en conflit dans la province et au pays en général. Un appel lancé dans un mémo déposé à la CENI à la MONUSCO après une marche organisée à travers les grandes artères de Goma. Suivant ici l'extrait de ces mémos lus par Guy Kibirandolé, président du Conseil provincial de la jeunesse. Pour une jeunesse citoyenne, patriotique, responsable, compétitive, éduquée, formée et informée, capable de prendre en main la destinée du pays, nous nous engageons à 1. Respecter la Constitution ainsi que toutes les lois en vigueur qui régissent notre pays. 2. Coopérer avec l'autorité légalement établie en ce qui concerne l'organisation des manifestations dans le strict respect des lois y relatives. La jeunesse de la province du Nord Kivu dans sa diversité politique, sociale, libérale, culturelle et communautaire recommande ce qui suit. 1. Au président de la République d'assurer la paix et le bon fonctionnement des institutions pour l'organisation des élections conformément à l'article 69 de la Constitution. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, nous demandons de mettre en place une structure de la Troïka sécuritaire et de la Troïka électorale, à l'instar de la Troïka économique, pour discuter et suivre de très près la situation sécuritaire et électorale au pays. Jeudi
disais au sommaire, ces 12 août marque également la célébration de l'éléphant, une commémoration qui laisse place à des réflexions, allais-je dire, approfondies sur différentes menaces qui pèsent sur cette espèce emblématique en voie de disparition. Des statistiques révèlent que la République démocratique du Congo a perdu près de 80% de ses populations. Une sonnette d'alarme est lancée par les acteurs de la conservation en vue de la lutte contre la criminalité faunique. Le Fonds mondial pour la nature estime qu'il faut agir maintenant. Bibi Chungoua. 12 août, une date importante dans l'agenda de la conservation de la nature. La journée mondiale de l'éléphant vient jeter un focus sur cette espèce emblématique, considérée comme étant un animal parapluie et un agronome naturel des forêts. Aujourd'hui, l'éléphant, c'est l'agronome naturel de la forêt. Il y a beaucoup d'espèces de cultures, bien d'arbres, qui ne peuvent, par exemple, germer qu'au travers du ventre de l'éléphant, parce que l'éléphant qui joue le rôle même du coffre de germination pour les agronomes savent qu'elle représente le coffre de germination. Vu son rôle et même sa présence perçue indispensable pour la régénération des forêts, cet ingénieur naturel des forêts est au bord de son extinction. Les chiffres sont alarmants. Au 19e siècle, l'Afrique centrale comptait environ 1 million de populations éléphants et la République démocratique du Congo en comptait 100 000 au 20e siècle. Actuellement, le pays a perdu près de 80% de ses populations. Vers les années 1980, on avait environ 100 000 éléphants au niveau de notre pays, la RDC, et qu'aujourd'hui, nous ne comptons qu'entre 6 à 10 000 éléphants au niveau de la RDC. Quand nous comparons vraiment la partant du début du XXe siècle jusqu'à maintenant, on a perdu environ 90% de la population d'éléphants au niveau de la RDC. Des indicateurs au rouge qui interpellent plus d'un acteur qui travaille dans la conservation de la nature, à l'instar du Fonds mondial pour la nature et le trafic, qui ne cesse de décrire les menaces de sa disparition. L'on note le braconnage, la déforestation et même la forte demande des produits d'ivoire sur le marché international. Le grand danger aussi, ce n'est pas seulement le braconnage, mais on peut aussi compter un autre fait, c'est surtout la déforestation. Parce que l'éléphant a besoin de grands espaces comme couloirs écologiques, ainsi de suite. Quand on regarde parmi les fléaux, on voit aussi la corruption et même la mauvaise gouvernance qui constitue aussi les causes de la déclinaison, bien de la dépopularisation des éléphants à travers le monde et surtout au niveau de l'Afrique centrale. En dépit des mots qui pèsent sur la vie et survie de cette espèce, l'on note tout de même les efforts du gouvernement et même des partenaires techniques qui luttent contre la criminalité faunique. En 2015, la République démocratique du Congo a mis en place le plan national d'ivoire, des opérations de coupement des parquets de la République et de la police nationale congolaise qui ont conduit à l'interdiction du trafic de tout produit d'ivoire et fermeture des marchés. À travers le plan national d'ivoire, il y a eu beaucoup d'actions qui étaient prévues et qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut quand même compter certains résultats. Parmi les actions, c'était notamment la fermeture des marchés d'ivoire. Parce que si aujourd'hui l'éléphant est braconné, principalement c'est à cause de son ivoire qui est recherché, surtout pour le marché extérieur. Nous savons très bien qu'au niveau international, la Chine a quand même pris des mesures courageuses pour fermer les marchés d'ivoire au niveau interne, mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi d'autres pays tels que la Thaïlande qui n'ont pas encore pris des dispositions pareilles. Pour le Fonds mondial pour la nature, l'ICCN, les gouvernements congolais et autres partenaires, cette journée se veut une opportunité pour agir avant qu'il ne soit tard. Et pour lutter efficacement contre cette criminalité faunique, il faut donc conférer le pouvoir pour la gestion durable des forêts aux communautés locales qui sont appelées à jouer un rôle non négligeable. Ces actrices effectives pourront désormais recourir à la stratégie nationale sur la foresterie communautaire en RDC, un outil pour la mise en œuvre du processus validé à l'issue de la 4e table ronde multi-acteurs.
Après 3 sessions de table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire en RDC, le processus se dote désormais d'une stratégie nationale. La validation de cet outil, valable pour toute la République, est intervenue à l'issue de la 4e table ronde. Et la stratégie nationale, c'est notre document de base sur lequel toutes les communautés demanderesses de ces concessions forestières des communautés locales vont se baser. Nous voulons qu'il y ait quand même une harmonisation de ces demandes d'octroi, de validation, et c'est autour de cette stratégie-là que toutes les communautés doivent se référer. Et pour bien asseoir ces stratégies, l'aspect contraignant a été soulevé et recommandé aux différentes parties prenantes. Faire de cette stratégie un document de mise en œuvre contraignant pour tous les acteurs qui seront opérationnels sur le terrain dans cette thématique. Et l'autre recommandation, c'est faire en sorte que cette stratégie soit vulgarisée à travers le pays pour que les acteurs qui sont dans le fin fond du pays puissent pouvoir la connaître en vue de bien l'appliquer. Et aussi, cette question de mobilisation de moyens, cette question de renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, cette question de sensibilisation préalable, ce sont des questions qui demeurent préoccupantes pour que la mise en œuvre de la stratégie trouve un soubassement qui peut permettre à ce que le processus soit conduit à bon port. Ce 4e rassemblement des différentes parties prenantes est l'œuvre du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales avec les concours appuyés financièrement par Rainforest Foundation. Et dans le reste de l'actualité à Béni, le premier avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo retient la peine à perpétuité contre l'ancien agent des DDR de la MONUSCO pour crimes de guerre et enrôlement d'enfants dans le groupement rebelle ADEF. Des peines allant de 10 à 20 ans ont été également requises contre le Tchadien Moussa Batram et les 2 agents de Save the Children. Dans leurs différentes notes de plaidoirie, les conseils des prévenus ont plaidé non coupables lors de ces audiences foraines, nous dit notre permanent dans la région, Eric Asmussi. Parmi tous ces prévenus, le ministère public n'a retenu aucune peine à l'élément combattant ADF Winnie Bouanandeke qui s'était rendu de lui-même à travers le processus DDRR de la mission des Nations Unies au Congo. La cessation des poursuites contre Kaliamba Alphonse, décédé également, a été notée par le ministère public dans ce réquisitoire. La défense de Madame Mouéa Shinga Mwakasa, ancien agent de la MONUSCO DDRR et de l'ONG Serao, à qui le ministère public a requis la peine à perpétuité, a dénoncé l'absence d'éléments matériels. L'organe de la loi n'a pas été en mesure de vous démontrer comment notre cliente a été dans des groupes armés. Vous veillerez la quitter. Si c'est limité à vous dire, voilà, tout le monde sait qu'elle est ADF. Combien sont passés ici pour venir appuyer cette information-là? Personne. Et sur les 20 ans requis contre les Tchadiens Moussa Batram Abakar pour participation à un mouvement insurrectionnel, a suscité une vive réaction de la part de sa défense. La Cour va se poser la question de l'implication de Moussa Tchadien. Là encore, la Cour sera à difficulté de comprendre parce que le ministère public ne vous a pas apporté des éléments probants. S'agissant de Bernard Mouania Koubeta de l'ONG Save the Children et bienvenue au labo, la défense de ces prévenus a plaidé nos coupables à la même audience. Pour parler du dol, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle du dol que lorsque on veut examiner l'élément moral. C'est la section qui concerne l'élément intentionnel, l'élément moral. Notons que le ministère public, après contre-réplique et réplique, a retenu les mêmes peines à l'encontre de tous ces prévenus. Erika Souissi, Béni, Biwan. D'une province à une autre, dans le Kassai-Oriental, le commandant des forces de la MONUSCO vient de terminer une mission d'inspection et des commandements. Le lieutenant-colonel Ngobi a sur place pris contact avec le gouvernement provincial. Les 2 parties se sont accordées à travailler de commun accord en vue de renforcer la protection civile. À noter que le redéploiement de soldats onusiens dans cette partie de la République démocratique du Congo fait suite aux attaques de la milice Kamona Sampu. Correspondance Franck Bambi.
La province du Kasaï oriental a renoué avec la présence des casques bleus de la MONUSCO. Ces soldats de la paix sont de retour dans cette partie du pays après en avoir été retirés il y a quelques années. Le premier contingent à fouler le sol est kasaïen est uruguayen. Il est basé dans le territoire de Kabea-Kamwanga, 45 km à l'ouest de Mbujimaï. Son déploiement intervenu au plus fort de la crise sécuritaire provoquée par les miliciens Kamwenon Nsapu avait pour objectif de protéger les populations civiles en proie aux atrocités de partis en conflit. L'autre contingent d'origine sud-africaine se trouve lui basé en Mbujimaï. En effet, ces forces onusiennes ont reçu la visite du commandant de casque bleu de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Ngwebi, en mission d'inspection et de commandement dans le Kasaï. Le numéro 1 de forces onusiennes à RDC a présidé une réunion de prise de contact avec le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Une rencontre qui a permis de définir les modalités de collaboration entre les deux parties. D'après le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement, le redéploiement des casques bleus au Kasaï oriental s'explique par l'insécurité due aux attaques des terroristes opérant sous les labels Kamwenon Nsapu. Hippolyte Mutombo a salué cette présence onusienne aux côtés de forces armées de la RDC, une présence qui va aider à éradiquer selon lui les forces négatives. Après Mbujimaï, le lieutenant-colonel Ngwebi a mis le cap sur Luisa au Kasaï central pour une mission similaire. Mbujimaï, Franck Mbambi Chikungwila, Biwan. Retour à Kinshasa pour prendre cette nouvelle. Emery Okunji s'en va en guerre contre la spoliation des sites de la Société congolaise de postes et télécommunications. Le ministre de PTNT tient à récupérer tous les espaces qui constituent le patrimoine de la SCPT avant des actions concrètes. Le patron de Télécom a, pour se faire une idée, effectué la visite d'inspection dans ces espaces. Félix Matoudi nous en dit plus en ce reportage. Emery Okunji tient à rétablir la Société congolaise des postes et télécommunications dans ses droits et pour s'y faire, le ministre des PTNT s'est rendu dans plusieurs sites de la SCPT spoliés. Un conseil amer à l'image ici au poste de la SCPT Kadeko Gombe. De même, à Binza Météo, un espace ceinturé par des ateliers de menuiserie et d'ajustage. Constat similaire à Télécom où le patron de Pétentique est étonné de voir des constructions anarchiques aux alentours des installations de la SCPT dans ces quartiers. La ronde continue au poste de Kintambo, incendié en 2008. Les dégâts matériels et noms ont été enregistrés, mais le site reprend ses marques, le comeback est en vue. La descente d'aujourd'hui nous a permis d'apprendre beaucoup. Et le constat est amer. La spoliation des bâtiments postaux est à grande échelle. Il va falloir que nous puissions agir et agir vite pour sauver ce qu'il y a à sauver. Après l'inspection des sites spoliés, le patron de Télécom s'est rendu au poste de la SCPT Mongafola pour s'imprégner de l'état de cet unique site, jusque-là non encore spolié. Cette ronde a permis à l'autorité de tutelle de faire un diagnostic palliatif en vue de mettre fin à ces désordres en permanence. Et cette nouvelle en santé, avant de nous dire au revoir, la vigilance s'intensifie au Nord Kivu après l'annonce de la fin de l'épidémie de choléra. Les vents l'équivoquent sur la supposée rupture de stock de chlore qui serait à la base de la résurgence de cette maladie hydrique. Les agents assignés à la riposte rassurent quant à la multiplication des actions visant à maintenir le cap. Ils ont été approchés par nos équipes sur place. Compte rendu de Patrick Sialoua. Samedi 12 août, nous sommes au centre de traitement de choléra de l'hôpital général de Goma. Ici, certains lits sont vides et d'autres avec des malades stabilisés. Une situation saluée par le chef de division de la santé au Nord Kivu qui félicite les personnels commis au traitement de cette épidémie depuis son apparition. Et c'est ici l'occasion pour assurer à toute la population de la ville de Goma et de ses environs de ne pas hésiter s'ils constatent un malade qui présente de la diarrhée, de l'acheminer directement au niveau de centre de prise en charge. Parler des cas, nous avons une moyenne aujourd'hui de 25 cas. Nous n'avons reçu, d'ailleurs ce n'est même pas une moyenne, nous avons reçu 26 cas pour la journée d'aujourd'hui, contrairement aux autres jours où on recevait 30, 40, etc. Dans cet hôpital se trouve également le centre de fabrication de chlore fonctionnel,
contrairement aux informations faisant état de sa fermeture avec effet sur les malades. Dire que l'autre usine ne produit pas, heureusement que vous êtes présent et vous voyez qu'il y a autant de litres déjà ici disponibles qui n'est même pas utilisé. Il y a une autre quantité de chlore présente dans les CTC et que donc notre usine est fonctionnelle. Et bel et bien, vous allez comprendre avec moi que tout celui qui peut vouloir dire de n'importe quoi par rapport à la non-fonctionnalité de l'usine, c'est faux et archi faux. Notons que le ministre de la Santé, Oli Lunga, lors de son passage à Goma, a félicité le gouvernement provincial pour avoir bien traité ces dossiers de choléra. Tout le plaisir était pour moi de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, c'est par cet écho de province que nous mettons un point final à ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.